Les humoristes ont deux sujets préférés, l'humour et eux-mêmes. Bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Là, je suis avec Luigi Lee. On se connaissait pas très bien en fait, on faisait plein de plateaux, notamment à Deb Jam ensemble. Et j'avais l'impression qu'il était fort tout de suite. Et parce que j'ai commencé à le voir monter sur scène il y a un an et demi. Et maintenant j'ai compris un peu pourquoi il était aussi fort. Et c'était vraiment agréable de parler un peu avec lui. Bonne écoute. Ouais, avec toi, je te connais pas. Je te connais. Ouais, on s'est croisés plusieurs fois, Jamel principalement. Mais en fait, tu viens d'où? Je sais, j'ai aucune idée. On se connaît pas? Tu veux tourner ici alors qu'on se connaît même pas? Je peux tourner des trucs. Tu veux piquer des livres de théâtre? De tapis. Ouais. Tu es parisien, toi? Moi, je viens de Cergy, en fait, banlieue proche de Paris. Ouais. Terminal de la ligne A du RER, tu vois. D'accord. Genre, non, je vois pas. 40 minutes en RER et ouais. à peu près 30 minutes en voiture, quoi. Et après, ouais, je viens de là-bas, moi. Cergy, Pontoise. D'accord. Ça s'appelle 95. Je peux pas dire que prétendre où je vois aussi. Ouais, non, mais c'est banlieue du nord-ouest parisienne. D'accord. Et ouais, parce que j'ai l'impression que je t'ai vu d'un coup au Jamel et tu étais déjà fort. Mais, j'ai l'impression parce que je l'ai pas vu dans des plateaux. Ouais. Testé ailleurs. Du coup, d'un coup, je t'ai vu. Non, mais parce qu'en fait, quand tu m'as vu au Jamel Comedy Club, ça avait 4 mois quoi que j'avais commencé la scène. En fait, j'en avais jamais fait. Oui, donc tu étais déjà fort. Non, j'avais pas tort. C'est que, en fait, moi j'ai commencé en télé avant. En fait, moi j'ai commencé, là j'ai 33 ans. Ouais. Et j'ai toujours voulu faire des vannes, des trucs et tout ça. Et quand je suis rentré à la fac, j'hésitais à faire soit de la publicité ou du journalisme. Mais j'avais le rêve secret, je voulais quand même faire des trucs comme ça. Et en arrivant à la fac, je me suis rendu compte que t'avais pas spécialement besoin de travailler dans le système scolaire français pour passer tes examens, tu vois. À partir du moment où t'étais pas obligé de venir à la fac, et à partir du moment où t'as tes examens, c'est bon. Ouais. Et du coup, moi j'écrivais des sketchs, machin, et je suis parti à Canal+, en leur disant bonjour, moi je veux faire des sketchs. Juste comme ça, t'as frappé à la porte. Ouais. Et j'ai dit vous pouvez m'embaucher, machin. Et en fait, je suis rentré en tant que manutentionnaire. Ça veut dire quoi ça? C'est les mecs qui j'arrive à Canal, je crois que je vais travailler pour un truc de ouf. Et ils me disent viens à 3h du matin. Et ils me disent ok, alors ces canettes tu vas les mettre dans ce bureau, cette armoire tu vas la porter là-bas et machin. C'est genre les mecs qui portent les trucs. D'accord. Quelqu'un qui déménage. Ouais, c'est ça. Et au bout d'une semaine, j'ai dit mais qui c'est qui fait les sketchs et tout ici? On m'a dit c'est Kader Aoun qui était le patron de Jamel en fait, tu vois. Ouais. Et j'ai dit ok. Et comme c'était 3h du mat, que moi je m'en foutais de ce boulot là et tout, j'ai été marqué sur l'agenda de mon patron. Luigi montait une armoire à Kader Aoun parce qu'il voulait pas me dire où c'était machin. Et du coup le mec qui prend sa relève il me dit bon bah Luigi tu dois monter une armoire à Kader Aoun, donc c'est bureau temps machin truc et tout. C'est drôle. J'y vais et j'arrive avec des feuilles et je donne ça à Kader, je dis bonjour c'est toi Kader, ouais bah tiens regarde, et je fais des sketchs. Il me rappelle le lendemain, il me dit j'ai lu tes trucs, c'est marrant. Nous, il y a Jamel qui vient de partir. On fait une émission qui s'appelle Burger Quiz. Ouais. Il y a Omar et Fred qu'on lance du coup un peu, qui vont faire le visiophone. On n'a pas de place, mais si tu veux venir, tu viens, t'apprends sur le tas et on te forme, voilà. Et juste comme ça. Juste comme ça. Parce qu'il a aimé ce que tu as écrit. Ouais, c'est ça. Il voyait le potentiel dedans. Et moi, à cette époque-là, j'étais avec mon meilleur pote de l'époque et tout ça, et on était à la fac ensemble, et on se disait, mais viens, on y va et tout. Et lui, il était parti en vacances, et pendant qu'il part en vacances, donc je me fais embaucher, il m'appelle, machin, et je l'appelle, et je lui dis, vas-y, viens et tout, on est pris à Canal, ils nous disent on peut venir comme ça. Et ce pote, c'est Noom. Ouais. Noom, et du coup, on a fait ça pendant 2-3 ans, on était à la fac, et dès qu'on terminait la fac, on allait à Canal, on avait un badge, les auteurs ils nous apprenaient un peu à écrire, on regardait en fait, tu vois, c'était un peu, t'es comme ça. Et donc tu étais quoi? Ton titre c'était assistant de... Non, on était stagiaire, un stage bidon quoi, on avait notre truc de stage, comme j'étais à la fac, j'avais ma convention de stage, et on était stagiaire mais... rien à faire quoi. Stagiaire de juste bon bah démerdez-vous. Ouais, observer en fait. Ouais, on observe, on veut une caméra pour tourner un truc, on le fait, on leur montre, machin, on prend les contacts, on apprend, Omar et Fred ils nous mettent un peu à l'antenne avec eux. Je fais ça 2-3 ans. Ouais. Et quand ça se termine, je dois valider j'avais une maîtrise, tu sais genre 4 ans à la fac, tu vois.
Donc je valide ça, je vais bosser dans une agence de publicité au Mexique 4 mois. Je reviens, je bosse dans une agence de pub 2 mois à Paris. Ouais. Et là, y a M6 qui m'appelle et qui me disent bon, nous on lance des nouvelles émissions, on avait vu les trucs que tu faisais à l'époque, viens nous faire une petite chronique. Et du coup, je fais une petite chronique à M6. Après, le matin, après il y avait une émission qui s'appelait Hit Machine, le samedi et tout. Et on m'a dit viens dans cette émission. Donc je fais des petites chroniques. Après, je me dis, bon, moi, je veux pas faire des chroniques, je veux faire des sketchs. Mais c'est des chroniques filmées à la télé, c'est toi qui lisais ton texte. Ouais. D'accord. Mais c'était des chroniques, tu vois, c'était pas. Donc, aujourd'hui, quand tu fais une chronique, c'est ça. Aujourd'hui, j'aurais plus l'habitude et tout, mais à l'époque, je découvrais, tu vois. Ouais. Et puis finalement, on me dit, je veux faire des sketchs. Ouais, mais t'es un peu trop jeune. Je dis, je vais écrire pour les gens. Et donc, j'ai écrit pour Ruquier, Fogiel, Cadet Olivier, Thomer, machin, enfin plein de monde, tu vois. Ouais. Et après, du coup, j'ai refait, quand je suis revenu balancer mes sketchs, on m'a dit, viens. Donc, après, j'ai fait des sketchs à Canal, à MTV. En solo ou en équipe avec d'autres scénaristes? Non, quand j'étais à Canal, je faisais ça avec mes potes. On était à l'antenne avec mes potes. MTV, j'étais avec d'autres mecs. Sinon, quand j'écrivais tout seul, quoi. Ouais. Et après, j'ai fait tout ça. Après, j'écrivais les émissions de Mustapha, des autres trucs. Et à un moment, j'ai dit, j'en ai marre d'écrire pour la télé parce que c'était cool, mais à force, quand tu reçois 4 fois d'affilée Matt Pokora ou des trucs comme ça, t'as plus rien à dire. Ouais. Et j'ai dit, j'ai envie d'écrire un film. Ouais. Et je fonctionne comme ça, je m'en fous. Je dis, vas-y, j'ai envie d'écrire un film. Et je commence à écrire un film. Il y a des mecs qui en entendent parler, qui me disent, viens signer chez nous, machin, Art Media, des grands agents et tout. Et c'est eux qui me disent, fais un spectacle. Et moi, j'avais pas trop envie. Je dis, un spectacle, c'est chaud. À l'époque, il y avait déjà Kader qui m'avait dit viens dans le premier Jamel Comedy Club, mais j'avais jamais fait de scène et j'étais allé 2-3 fois. Je voyais Thomas, Fabrice Eboué, machin, qui était super fort. Moi, j'étais là avec mes cahiers, je disais mais je suis jamais monté sur scène. Il y a trop une différence, je me sens pas bien et tout. Je reviendrai sur scène quand je serai prêt, quoi. Et du coup, là, je me dis bon vas-y, c'est l'occasion, je vais essayer de jouer. Donc, comme j'avais bossé en télé et tout, j'ai plus de facilité. Donc, je dis je veux faire un spectacle. Donc il y a le Point Virgule et le Temple qui me disent si tu veux nous on te prête notre salle pour que tu fasses un showcase. Donc je dis ok cool. Donc je prends le Temple, la petite salle du Temple, je fais un showcase, enfin j'écris mon truc et je me dis t'as écrit 1 heure. Ouais. Toute une heure. Ouais, j'avais plein de trucs qui s'amassaient, tu vois. Donc j'ai un pote à moi qui est venu m'aider à trier en fait. Et j'ai dit en gros je dois avoir 1 heure avec ça. Je suis pas sûr de tel passage. Donc j'ai dit allons tester. Donc là je me renseigne sur les scènes ouvertes, genre Bordel Club, machin. Premier truc que je fais c'est Comedy Strip. Je rencontre Kéron et Kian qui me disent viens tester si tu veux. Je fais mon premier sketch là-bas. Après je fais. Ça c'était quand? Il y a combien de temps? C'était 3 mois avant qu'on se voit pour le premier truc du Comedy Club. Donc c'était il y a 2 ans quoi. Je fais ça, tac tac. Je teste, je fais toutes les scènes ouvertes une fois, tu vois, genre Bordel, Comedy Strip, Café de Paris, Café Oscar, Comedy School aussi. Comedy School. Et là, je fais mon showcase. Et quand je fais mon showcase, il y a la Comédie des Boulevards qui me dit moi j'ai envie que tu viennes jouer ici. Direct. Ouais, donc je dis ok, cool. Et je me retrouve à avoir du coup joué mon spectacle une seule fois en entier. Et juste 5 fois en scène ouverte, tu vois. Et à être programmé 1 fois par semaine à la Comédie des Boulevards. T'avais un producteur ou... J'avais ces mecs-là, mes agents de ciné en fait, qui ont voulu produire mais qui servaient à rien, tu vois. Du coup, au bout de 3 mois, on a arrêté de bosser ensemble et moi, je faisais tout seul en coréal avec le théâtre. Et au bout de 3 mois, donc, je fais octobre, novembre, décembre. Arrivé à décembre, je rencontre Malik qui me dit tu devrais faire les scènes ouvertes du Comedy Club. Et il m'appelle, il me dit appelle Jean-Michel Joyaux de ma part. Et j'appelle Jean-Michel et je dis j'aimerais bien tester. Et Jean-Michel il me dit viens demain. Je dis ok. Je fais 5 minutes et le lendemain il y a Lapin qui me dit qui me rappelle et qui me dit je m'appelle Lapin, est-ce que tu voudrais faire l'émission du Jamel Comedy Club? Je dis ouais. Oui. Et il me dit ok, t'es pris. Je dis ok, mortel. Genre c'était quoi, janvier ou je sais plus quoi, ou février, un truc comme ça. Il me dit maintenant viens t'entraîner au Comedy Club. Et après ils me disent est-ce que tu veux écrire pour Jamel pour le Comedy Club? Je dis ouais. C'est les sketchs les intersketchs machin et tout, donc j'ai écrit des trucs et j'ai dit cool. Et après on m'a dit est-ce que tu veux faire partie de la troupe? Ouais. Est-ce que tu veux partir en tournée? Ouais. Est-ce que tu veux animer les Def Jam? Ouais. Du coup c'est cool, ça se passe bien avec le Comedy Club, mais c'est pour ça que moi je suis tout le temps à l'écoute et tout, je regarde tout le temps parce que j'ai pas trop d'expérience de la scène en fait quoi. La chance là de la tournée et tout, c'est que je peux.
Et que maintenant, je commence à m'amuser. Mais Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que c'est la deuxième rodé. année, mais la première année, j'apprenais vraiment les trucs, tu vois. Mais à quel point l'expérience à la télé t'a aidé? Pas mal, j'ai l'impression. Ouais, ça Parce m'a qu'au aidé, moins, t'avais les vannes, Ouais, ça m'a aidé à apprendre l'écriture. Mais ça m'a aidé ça m'a aidé pour l'écriture. Parce que du coup, tu vois, quand on a l'habitude d'écrire, on sait, tu peux toujours te planter, mais on va dire sur 10 vannes, tu sais à peu près celle qui marche mieux que les autres, machin, tu vois. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est tous les gens que je connaissais qui, du coup, m'ont fait. Tu vois, quand j'ai dit aux gens, je veux faire un spectacle, il y avait le directeur du U10h qui me dit, viens, je te prête mon théâtre. Les mecs qui me disent, vas-y, nous on te produit, nous on fait ça, nous on fait ton affiche, nous on te. Ouais. Donc t'avais déjà le réseau en place. J'ai dit, ouais, c'est cool. Donc après, je me dis, faut pas me planter, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est comment tu viens de le raconter, mais j'ai l'impression que tout était facile pour toi. Non, j'ai l'impression que là c'était un parcours de 10 ans que tu viens de raconter. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'as eu un mélange de chance et je provoque en fait les trucs. Oui, mais tout le temps, quoi, des culots aussi. J'ai l'impression, vraiment tu osais. Si on a envie de faire un truc, on le fait. Qu'est-ce qui va nous empêcher de Si j'étais allé à Canal et qu'il m'avait dit non, je serais revenu par un autre côté, machin et tout. Au début, il disait non pour le stage, après oui, après non pour ça, après oui, après. Ouais. Et quand tu commençais à Canal, t'avais le trac, par exemple, quand Kader commençait de demander des choses, ou quand tu faisais des chroniques à la télé, t'avais le trac ou grave. J'avais le trac, et en plus, quand je repense au truc que je faisais à l'époque, j'étais nul, tu vois. Ouais. Parce que tu sais, des chroniques, je savais pas vraiment ce qu'il fallait faire, personne m'explique. Moi, on me dit tu viens de Canal, tu vas faire ta première chronique en télé le matin, en direct. Et moi, je suis là et 3 secondes avant qu'on prenne l'antenne, on me dit retire les vannes, fais ça. Et moi, je suis là. Tu sais, j'étais nul, tu vois. Aujourd'hui, je referais des trucs, je serais largement meilleur. Mais bon, ça fait partie des trucs qui ont fait que ça s'est bien passé, c'est cool. Et qui t'a inspiré quand tu commençais, par exemple la chronique, tu t'es assis pour écrire quelque chose, tu pensais à qui? Au début, quand j'ai voulu de toute manière faire ça, parce que tu sais, quand t'es au collège, au lycée, tu penses pas vraiment, tu dis j'aimerais bien faire ça plus tard, mais tu t'en fous parce que t'es sur des rails, tu sais que t'es en seconde, après tu vas être en première, après tu vas être en terminale, au pire t'as juste à choisir quelle langue tu veux faire, mais c'est tout. Mais quand t'arrives à la fac, il faut que tu choisisses vraiment tout, tu vois. J'avais choisi un truc, mais je me disais, moi je veux voir, c'était Jamel et Eric Ramsey, les deux, où je les voyais, ils faisaient n'importe quoi, ils rigolaient dans les émissions. Je disais, mais moi je veux faire ça, je veux rigoler comme eux, je veux pas travailler. Et c'était un truc un peu pompeux et machin, mais dans la culture asiatique, il y a Confucius qui disait, si tu trouves un métier que tu aimes, alors t'auras jamais l'impression de travailler de ta vie. Et c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Et moi, tu vois, aujourd'hui, nous, on a fait un métier où, c'est génial. Même s'il y a le stress et tout, tu te dis. Ce qui est drôle, c'est que souvent, quand je suis payé pour tout ça, c'est bien, c'est tant mieux. Mais des fois, je me dis, je ferais ça même sans être payé. Je vais pas dire ça trop. Parce que mais il y a plein de moments où vraiment, c'est juste un kiff. Et non, ça, on a la chance. Et toi, c'est quoi ton parcours? Toi, t'es arrivé quand déjà ici? Ici, ça veut dire Paris. Ici, ça fait 4 ans que je suis à Paris. Ah ouais? 10 ans que je suis en France. T'étais où? À Toulouse. Ah ouais? Dans le sud-ouest. Ouais. Au cas où, pour les gens qui ne savent pas où. Toulouse. Donc, j'étais à Toulouse. Quand je suis arrivé, j'étais à Toulouse pendant pas mal de temps, 4-5 ans. Et là, ça fait 4 ans que je suis à Paris. Et à peu près 4 ans que je remonte sur scène, parce que j'ai fait du stand-up quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait du stand-up et sketch. Quand je suis monté à Paris, je me suis dit, ok, je me donne, parce que j'étais avec une fille à Toulouse, ça n'a pas marché, donc je me suis dit, ok, soit tu montes à Paris, tu te donnes une chance, soit tu rentres à New York. Je dis, ok. T'es un vrai New-Yorkais, toi. J'ai grandi dans le banlieue, j'ai pas grandi à Manhattan, mais j'ai grandi à une demi-heure de Times Square. Et, donc oui, soit je pensais soit rentrer à New York, soit je me suis dit ok, maintenant tu parles français, parce que je parlais pas avant de venir. T'es venu ici sans parler français? Sans parler français.
sans problème. C'était l'aventure. Pourquoi t'es venu? Parce que ouais, t'étais à Toulouse. Ouais, j'ai rencontré une fille à Toulouse. Non, à New York. Ah, ok. T'es venu York. de New York à Toulouse. Ouais, aussi, j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de... Parce que t'as fait le truc. T'as fait ce truc de malade de venir de New York à Toulouse pour une fille. Ouais. Ça, c'est ouf. Ouais. Parce que dans ta relation, c'est-à-dire que tu peux le sortir à chaque fois. Ouais. Genre, tu peux me sortir une bière, s'il te plaît. Oh non, écoute, moi, je suis venu de New York. Hein, si tu vois, tu peux pas me chercher une bière. et j'étais assez con de ne pas voir le signe que Toulouse, en anglais, ça veut dire perdre. Donc j'ai perdu. Et aussi parce que j'ai du mal à dire que je suis venu pour l'aventure, parce que quand je dis aux Français que je viens de New York, tu dis mais pourquoi tu quittes New York? Personne quitte New York. New York c'est le centre de tout, il y a de tout. Parce que nous on dit ça d'ici, mais ouais, mais quand t'as grandi là-bas, t'as envie de voir autre chose de toute manière. Mais ouais, j'adore New York. Pourquoi on parlait de ça? C'est que, oui, donc j'étais à Toulouse, après je suis monté, oui, parce que je parlais pas français. Mais quand t'étais à Toulouse, du coup, tu bossais dans la restauration. Ouais, j'ai fait plein de petits boulots à Toulouse. Mais t'avais arrêté le stand-up, quoi. Ouais, parce que je parlais pas français. Et à Toulouse, monter un truc en anglais, c'était... Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'anglophones là-bas. Oui, j'ai bossé comme je pouvais, quoi, parce que je parle pas français. J'ai donné des cours d'anglais. J'ai travaillé dans la production audiovisuelle parce que j'ai un diplôme de cinéma. Mais il y a 3 boîtes de production à Toulouse, tu vois. Et donc, j'ai trouvé le petit boulot que je pouvais. Et après, j'en avais marre, j'avais vraiment envie de tenter quelque chose dans soit le stand-up ou soit le cinéma, tu vois. Donc je suis monté à Paris et je me suis donné 1 an. Et après 1 an, ça marchait, tu vois. Je commençais, c'était le début. Ouais, parce que 4 ans, ouais. Je me suis dit, ok, il y a potentiel dans ça. Et oui, ben, chaque année, heureusement, j'ai des choses qui me montrent que je suis sur un plutôt bon chemin, quoi, tu vois. Et donc, c'est cool. Et donc, oui, j'ai fait du stand-up et du sketch aux États-Unis. J'ai arrêté pendant 5 ans, à peu près. Et depuis, 3-4 ans, j'ai repris le stand-up en français et maintenant en anglais aussi. Et ça va, ça marche bien, là, c'est plein... En anglais, j'ai arrêté mon spectacle en français. Je suis en réécriture, là. Parce que je viens de le voir, là, en anglais. Ouais, t'es venu voir Jimmy Friedlander, ouais. Et tu sais, je t'ai dit qu'on va voir Tom Rhodes. Ouais, tu m'as dit. Il est très drôle aussi. Dis-moi quand c'est, là. C'est début février, le 2 et le 4. Mais je te conseille de venir le voir aussi. C'est dans le même genre, tu vois, quelqu'un qui... un grand headliner des États-Unis, et ça fait plus que 20 ans. Ouais, je viendrai, t'inquiète. Et donc oui, ça sera bien que tu viennes voir le spectacle en anglais. Bon, donc pourquoi tu parles anglais? Pourquoi tu comprends au moins anglais? Alors, tu l'as pris. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents très ouverts et très intelligents. Ouais. Qui depuis qu'on est petit, moi j'ai une petite sœur de 3 ans, qui est de 3 ans de moins que moi. Ouais. Et depuis qu'on était petits, ils ont compris directement l'importance de parler anglais, tu vois. D'accord, spécifiquement anglais. Pas les langues en général. Les langues en général, mais en plus l'anglais, tu vois. Ouais. Et du coup, même en primaire, ma mère a commencé déjà, alors qu'elle parlait même pas bien anglais, elle a commencé à se mettre à réapprendre l'anglais avec nous, en nous apprenant des petits trucs, des chansons, des petits livres de Mickey, des trucs et tout ça, tu vois. Et quand j'étais en CM2, elle nous avait inscrits dans une école spéciale où en CM2, donc c'est quoi CM2, t'as 7 ans, ouais, 8 ans. On avait un partenariat avec à chaque fois des écoles différentes aux États-Unis. Ouais. Et moi c'était à Indianapolis. Désolé. Et voilà, on choisissait pas le truc, mais on s'en fout. Le principe c'était on partait 1 mois là-bas dans une famille d'accueil pendant 1 mois, quoi. Et en gros pour apprendre un peu, sauf que moi du coup j'avais déjà des bases, je commençais déjà un peu à parler anglais et à comprendre. Et le fait d'aller là-bas à 7 ans et de rester 1 mois dans une famille, on allait à l'école là-bas, machin et tout. Cool. Moi j'ai toujours eu en plus des facilités pour les langues, peut-être que ça vient de là ou quoi. Qui fait que quand je suis revenu, je parlais déjà bien, quoi. C'était cool. Et après, en fait, j'y suis tout le temps retourné. Et c'est devenu un peu comme mes cousins, tout. Donc, j'y allais souvent et j'ai dû aller... je sais pas, après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, aux États-Unis, j'ai dû y aller
peut-être, je sais pas, 7-8 fois dans des endroits différents où je restais un peu longtemps et tout. Et Londres et l'Angleterre, j'y suis allé plein de fois aussi. Donc, j'ai toujours, quand j'étais en cours où les profs d'anglais, qui étaient souvent soit américains, soit anglais et tout, ils me disaient... Oui, mais toi, ça compte pas parce que toi, t'es américain. Et, je dis, je suis pas du tout américain. Elle dit, oui, mais tu parles anglais à la maison. Donc, j'ai dit, je parle pas anglais à la maison. Mes parents, ils sont français. Donc, ils étaient surpris. Ils me disaient, ouais, parce qu'en plus, tu sais, quand t'es petit, bah, t'apprends avec. Apparemment, j'ai un accent américain et tout. Et du coup, bah, quand t'es. Ouais, c'est fou que passer un mois quand t'as 7-8 ans. Ouais. Ça va toujours. vaut, du coup, aujourd'hui, j'ai plus un accent américain quand je parle qu'anglais. Tu vois. Et voilà. Mais c'est un vrai truc que je regrette. Ici, c'est de pas assez parler anglais, tu vois. Ouais, mais pourquoi tu joues pas en anglais? Mais j'aimerais. Et là, c'est un truc. Ouais, il y a de plus en plus de Français. Je voudrais vraiment le faire. Mais en plus de ça, même sans parler du boulot, tu vois. Ouais. Juste évidemment, le plaisir. Évidemment, je regarde tous mes films en anglais, tous les trucs, je lis en anglais, machin et tout, et j'ai plein de. Mais j'aimerais avoir plus de potes. Tu vois, anglophones avec qui je parle, plus de. Mais quand je te dis ça, et c'est aussi. Et j'ai une pote espagnole. En fait, moi, j'ai fait des études de langue aussi, tu vois. J'ai fait anglais. Je faisais anglais, allemand, espagnol, en fait. D'accord. Et l'allemand, ça m'a un peu saoulé, même si. Ça saoule tout le monde. L'espagnol, même les Allemands. J'ai kiffé, et voilà. C'est pour ça que à chaque fois, je me dis, bon, j'aime bien l'espagnol. Je suis parti plusieurs fois, voilà, en Espagne. J'ai bossé au Mexique, machin et tout. C'est cool. J'adore. Mais l'anglais, j'adore. Et c'est vrai que. Je sais pas, je regrette ce truc-là, un peu là. À chaque fois, je me dis, ouais, j'allais me promener un peu vers la cité internationale, les trucs. Ou la Tour Eiffel, tu vois. Déjà. Mais c'est, et j'adorerais partir plus souvent et repartir. Et là, c'est un truc aussi, c'est vrai que je me dis, j'aimerais bien pouvoir jouer en anglais. Mais t'es allé où aux États-Unis? J'ai fait Indianapolis, parce que voilà. Ouais. En fait, je rigolais, mais je suis jamais. Moi, c'est pas j'ai traversé, je pense, rapidement Indianapolis, mais je suis jamais resté. Pas très intéressant. Ouais. En fait, à chaque fois, j'étais un peu tributaire j'allais dans la famille là où mon pote était, et eux partaient en vacances dans des endroits, machin, mais c'était pas moi qui choisissais où on allait. D'accord. Donc, on est allé à des endroits aussi. Tu vois, on est allé en Floride, on est allé en Caroline du Nord, à Caroline du Sud, on est parti à Cleveland, on est parti à Chicago, parce que on avait des amis à Chicago, ouais. On est parti et après de moi-même, après je suis reparti à New York, et après je suis parti à Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. C'est cool. Les trucs. Donc ça fait vraiment beaucoup. Mais j'aimerais là repartir, par exemple, repartir à New York et rester un peu plus longtemps, tu vois. Ouais. Un peu absorber la ville. Ouais, voilà, New York, ça fait partie des endroits où je me dis, j'aimerais, tu vois, pouvoir, voilà, me dire, bon, bah aujourd'hui, je fous rien. Parce que tu sais, quand tu vas à New York, c'est comme quand tu vas à Paris où tu dis, bon, il faut que je fasse ça. Ouais. J'aimerais me dire, je fous rien, et je me promène vite fait à Brooklyn, où je vais. Non, mais des fois, il y a deux choses. Il y a être touriste dans une ville et vivre, ça change tout. Ouais. Et ça va changer ton point de vue sur cette ville-là. Pourquoi tes parents ont insisté sur l'anglais? Ils sont tous les deux français, tes parents? Ils sont nés en France? Ouais, non, ma mère, elle est née à Saigon, donc au Vietnam, et mon père, il est né en France. Et tu parles un peu vietnamien? Non, alors ça, c'est le regret de ma vie, ça. C'est-à-dire que ma mère, quand elle est venue, elle avait 6 ans. Oui. Elle est venue du Vietnam, grande famille, tu vois, 9 frères et sœurs. Et quand elle est arrivée en France, elle parlait pas français. D'accord. Et enfin, elle parlait un petit peu, mais pas trop. Mais elle a beaucoup appris assez rapidement. Ouais, c'est ça, mais t'as tout le côté des étrangers qui arrivent en France, famille de 9 asiatiques, machin. Tu sais, c'était un peu dur, quoi. C'est pas un truc dont on parle beaucoup et tout, mais je sais que ça a dû être assez compliqué. Et du coup, il y a eu ce truc un peu de rejet de la langue, tu vois ce que je veux dire, et de la culture et de la langue, et bon, bah vas-y, on s'imprègne, on devient français, on devient... Et je sais que, par exemple, avec ma grand-mère, quand elle se parlait au téléphone et tout ça, quand j'étais petit, j'adorais parce que j'écoutais au téléphone et ma grand-mère parlait viet et ma mère répondait en français, tu vois. Mais moi, elle nous a jamais appris, ni à ma soeur ni à moi, et je sais pas, je regrette, quoi. Tu comprends un peu ou même pas?
il faut vraiment que comme tu dis, tu vois, que je sois imprégné et que je vais comprendre, que je vais faire un mix entre ce que je peux avoir dans mon subconscient plus ce que je vais traduire dans le regard des gens et s'ils ont une arme ou pas pour savoir si le mec est sympa ou s'il dit un truc. Non mais il faudrait, ça fait partie des trucs où quand j'ai des potes viennent qui me parlent ou qui me disent mais si, mais je suis sûr que tu comprends ça ou tu fais ça, ou apparemment quand je répète, quand je dis des trucs et tout, ils me disent mais si, tu parles, arrête, tu te fous de notre gueule, parce que c'est très dans les accents, c'est une langue chantante et un peu compliquée à parler, et apparemment je dis bien des trucs mais sans vraiment savoir quoi. D'accord. Donc il faudrait... t'as la musique en fait, la langue. Ouais voilà, c'est ça, ouais. Alors peut-être que quand j'apprendrai, j'aurai pas beaucoup de vocabulaire, mais au moins j'aurai le bon accent, ce qui fait que bon, les gens ne comprendront pas que je viens juste d'apprendre cette langue et ils penseront juste que je suis très con. Que j'ai pas du tout de vocabulaire. J'allais dire que c'est un avantage, mais peut-être pas. Non, il parle bien, hein, il connaît que 3 mots, il est complètement con, mais il a un bon accent. Ouais, c'est très drôle. Et je me demande à quel point je garde mon accent en français, comme ça les gens pensent pas que je suis con. Ils pensent que il est juste pas français. Non mais j'aimerais, il faut que je m'y mette. Il faut que j'aimerais bien, parce que tu sais, j'adorerais tu parles anglais, tu parles espagnol, machin, mais ce qui est génial avec les langues un peu compliquées, c'est que tu sais, bien sûr, tu vois, tu peux parler devant les gens sans que ils sachent ce que tu es en train de raconter, tu vois. Parce que si tu le fais en anglais, même si en France les gens en anglais tout le monde comprend. Mais j'adorerais, tu vas pouvoir être à 30 cm d'un mec qui vient de me saouler et de te raconter, de dire qu'est-ce qu'il est con celui-là, et qu'il me regarde et que je fasse un sourire, tu vois, et qu'ils comprennent pas. Ouais, j'ai l'impression que chaque fois que je vais dans un resto chinois, c'est ça, parce qu'ils parlent entre eux et des fois ils rient et je dis oh merde, je sais très bien. Ouais, mais ils profitent, ils ont putain, j'adorerais pouvoir faire ça. Ouais, c'est un grand avantage quand même. Et là tu joues ton spectacle encore ou pas, ton One en entier? Non, je le joue plus. En fait, j'ai fait ma dernière fin décembre au théâtre de 10h. Ouais. Et là, en gros, en fait, moi, j'aurais bien aimé quand je suis arrivé. C'était quoi l'expérience? Tu étais content avec Au début, en fait, j'étais pas content. Au début, je montais sur scène parce que je me disais c'est un peu un passage obligé. Parce que j'étais un comique de télé. Tu vois, j'étais un comique de télé. Je faisais des sketchs en télé. Je faisais des trucs très montés, très machin. J'écrivais pour beaucoup de monde. Mais je me disais quand même, faut monter sur scène. Il faut voir ce que c'est et tout ça, tu vois. Donc je l'ai fait, je me suis mis un coup de pied au cul, je suis monté sur scène, mais forcément au début, quand t'es un peu en mode, tu sais, t'as envie de te confronter et de voir comment c'est comme tout, quand t'es pas encore très bon, et ben tu prends pas spécialement de plaisir, t'as plus le stress, le trac, le truc de mon texte, je sais pas réagir si les gens me disent un truc, je sais pas réagir, tu sais, t'apprends tous les codes en fait, c'est clair, les trucs donc au début c'était un peu, je me faisais violence, et après voilà, quand j'ai commencé à voir mon truc, là j'ai commencé à kiffer et je me dis c'est cool. Et puis vraiment, comme c'est arrivé très vite le côté comedy club où tu vois, c'est une vitrine où je me disais c'est génial ce truc. Moi je me cache pas du fait que j'adorais, je regardais les autres saisons, je regardais Inside Jamel Comedy Club, truc et tout. Et le fait d'y être, je suis super content, et ça m'a fait aussi me dire putain c'est cool, je suis dans ce truc là, attends, il faut que je kiffe quoi. Est-ce que tu avais plus de visibilité en faisant Jamel ou en faisant le sketch que tu as fait avant? Non, j'avais beaucoup plus de visibilité en télé qu'en faisant le Jamel Comedy Club. D'accord, donc déjà avant en fait. Ouais, le Jamel Comedy Club, ça a juste assis le fait que moi j'avais arrêté. J'aurais pu faire des trucs, on m'avait proposé des émissions où j'étais plus en avant, mais où je faisais des chroniques et... c'était pas ce qui me faisait kiffer, et 2, j'étais nul. J'étais nul. J'étais pas bon, c'était pas mon truc, j'avais pas envie de terminer chroniqueur. C'est pour ça que j'ai arrêté très vite. Je l'ai fait au début parce que c'était marrant, et t'as 22, 23 piges. Tu acceptes, c'est marrant. C'est une bonne expérience, tu acceptes. Après, j'ai vite arrêté, et moi j'avais pas le côté l'ego, tu vois, de me dire non, je veux qu'on me voit, tu vois, à l'antenne. Je préférais écrire pour des mecs que je kiffais que être à l'antenne dans des trucs nuls. Donc ça m'a toujours... la qualité en fait. Ça m'a toujours permis de un peu surfer de voilà, cette année on me voit pas, je m'en fous, tu vois. Et je reviendrai l'année prochaine parce que j'aurais rencontré d'autres gens, j'aurais écrit pour d'autres trucs et tout. D'accord. Et après le Jamel Comedy Club, c'était ma première visibilité en tant que comique en fait, tu vois. Toi toute seule avec ton texte. Et c'est cool parce que ça m'a permis
que vraiment, déjà avec les sketchs que je faisais sur Canal, on se disait bon, Luigi c'est un humoriste. Ouais. Et maintenant on me dit ouais, t'es un humoriste parce que oui, t'es sur scène et ouais. Et il y a ce vrai truc de cette légitimité, tu vois, que peut-être j'avais pas avant. J'étais plus considéré comme un auteur avant, en fait. Ouais. Auteur et comique de télé. Et pourquoi le stand-up? Pourquoi tu faisais pas... Tu étais plus attiré par le stand-up que le sketch ou... Ouais, parce que... Déjà, je sais pas, ouais, c'est plus un truc dans lequel je me reconnais, plus un truc de... J'ai beaucoup regardé je regardais beaucoup les stand-up américains. Je regardais, et puis comme je te disais, moi mes références c'est Jamel, c'est Eric Ramsey, même si eux font du sketch, mais tu vois, c'est plus un truc générationnel, c'est un truc je sais pas, je préfère avoir cette proximité. En plus dans le stand-up tu peux faire des personnages finalement. Bien sûr. Moi je suis pas dans le truc de me déguiser, déjà je crois que je dois avoir une phobie des perruques. Des perruques, tu vois, des trucs, je sais pas, ça me fait, j'ai l'impression que ça a déjà été fait et refait et beaucoup mieux que ce que je me sens capable de faire en plus, tu vois. Stand-up, tu dis bah oui, mais il y en a plein qui y parlent et qui font le truc. Ouais, mais bon, c'est toi, c'est ta personne. Les gens, ils ont pas eu la même vie que toi, les mêmes ressentis que toi. Quand t'as tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs qui mettent une perruque pour essayer de faire un sketch et en se disant on n'a pas beaucoup de moyens, mais tu vois, moi ma génération, bah quand t'as vu Michael Youn faire le Morning Live pendant 1 an et demi avec une perruque à 2 francs, mais qu'au final ça marchait parce que t'avais une ambiance, une atmosphère, un truc, et que c'est devenu culte. Et ben aujourd'hui on te donne une perruque, t'as envie de dire bah je peux pas faire mieux que, tu vois. Je peux pas faire mieux que ce qu'ils faisaient au Morning Live avec les mêmes trucs, donc j'ai pas envie de... Mais est-ce que ton écriture ressemblait déjà avant de monter sur scène plus à des vannes de stand-up qu'à des sketchs, ou c'était pas non, c'était un peu de tout. J'ai toujours, en fait j'ai eu le truc de réussir à toujours bien m'adapter aux gens pour qui j'écrivais. Ouais. Ce qui fait que... c'est un talent, c'est pas facile de savoir écrire pour les autres. Je sais pas, du coup, ça n'a pas été vraiment ça le fait qui fait que je me suis dirigé plus vers le stand-up qu'autre chose, quoi. Parce que quand j'écrivais, par exemple pour Mustapha qui faisait les émissions de Ruquier, il faisait du stand-up. Quand je devais écrire pour des sketchs, pour des émissions, pour tu vois, telle ou telle chaîne, machin, bah c'était des sketchs, tu vois. Après je trouve ça plus jouissif et plus marrant, et ça me parle plus d'écrire pour des trucs de stand-up que un truc de début, de mise en place des personnages, de machin, de... Mais aussi, est-ce que c'est le fait d'écrire pour plusieurs personnages? Parce que des fois, un sketch, il y a genre 4 personnages, et c'est notre genre d'écriture. Est-ce que ça te plaît moins? Ça me plaît moins, peut-être que aussi j'ai moins de facilité aussi, hein, peut-être. Parce que même si je le fais, on va dire que tu prends plus ton pied. Je prends plus mon pied, voilà. Et puis dans tous les trucs que j'ai écrits, par exemple, je vais arriver plus facilement à me dire, si quelqu'un va me dire bah alors vas-y, il y a tel personnage, ils sont dans tel univers, et ben je vais réussir plus à écrire les dialogues, moi par exemple, tu vois. D'accord. Que inventer le perso, la situation, le truc. J'ai préféré la trouver dans du stand-up, mais voilà, j'ai plus de facilité dans les dialogues peut-être. Ouais, et pardon, j'étais interrompu parce que tu parlais de la fin de ton one-man show à 10h en décembre. C'est de décembre dernier, dans décembre 2013. Fin 2013. Et donc, t'as arrêté, pourquoi? En gros, quand j'ai arrêté en fin d'année dernière à la Comédie des Boulevards, je m'étais dit, tu vois, genre j'avais eu une saison de découverte vraiment de ce que c'était la scène, tu vois, donc pas vraiment de kiff, mais t'apprends tous les trucs, quoi. Deuxième saison, du coup, qui a bien marché, et où là j'ai vraiment kiffé, je me suis vraiment amusé dans cette salle et c'était mortel. Mais je m'étais dit, j'aimerais bien partir vers d'autres trucs encore. Je sais pas, j'aimerais bien ramener mon spectacle encore plus dans un délire de show, tu vois. Dans mon spectacle, j'ai de la danse, j'ai de la musique, j'aime bien, je me prive pas de faire ces trucs-là. J'aimerais bien encore plus ouvrir un peu vers ça, et je m'étais dit, bah, je vais un peu réécrire, refaire mes trucs, quitte à reprendre mon spectacle qu'en janvier 2014. Et finalement, c'est Juste pour rire qui m'ont proposé de jouer au 10h.
Et du coup, tu vois, je pouvais difficilement refuser. Ouais. Et c'était un truc de ouf. Pendant combien de mois? J'étais super content. J'ai fait septembre jusqu'à décembre, quoi. Ouais. Donc super Une content. fois par semaine? Une fois par semaine, ouais. Ouais, une fois par semaine, super content. Et le fait de, voilà. En plus, je faisais ça parallèlement, je faisais la tournée du Comedy Club. Ouais, qui prend pas mal de temps, non? Ouais, parce qu'on faisait 3-4 dates par semaine. Ouais. Donc moi... Ouais, tu étais dans la troupe et aussi tu faisais Ouais, en fait, bah, la troupe, on partait en tournée, tournée, ce qui fait que, du coup, ceux qui étaient sur place, c'était des autres, en fait, qui partaient pas en tournée, qui étaient résidents au Comedy Club, et nous, bah, on partait en tournée, quoi. Ouais. Et je revenais tous les mercredis pour faire le spectacle d'Isard. C'est cool. Ouais, c'était trop bien. C'est une bonne semaine. Ah, c'était trop bien, c'était génial. Et voilà, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de réécrire un peu les trucs que j'ai envie de réécrire, refaire. Voir surtout que là, j'ai la chance d'être 4 fois par semaine au Comedy Club, que ce soit pour la Deb Jam le mardi et après. Tu présentes chaque mardi le Deb Ouais. Jam? Parce que chaque fois que je suis allé, c'était toi, mais j'étais pas sûr que tu étais là tout le temps. Si, ouais. Si, c'est moi. Et après, la troupe, bah voilà, vendredi, samedi. Enfin, ça passe samedi, dimanche, mais. Ouais. Et au niveau de sketch que tu choisis pour le Jamel, quand tu fais une tournée, tu fais à peu près le même, c'est quoi, 15 minutes? Ouais, passage de 15 minutes, ouais. Tu fais à peu près le même 15 minutes ou tu changes chaque fois ou c'est... Non, ça, c'est. Je pense que j'ai pas encore le niveau pour me permettre de changer à chaque fois et que ça ait autant. Mais est-ce qu'il y a d'impact. quelqu'un qui te dise, te guide créativement ou c'est toi qui qui choisis ce qui Non, t'aimerais faire? c'est super cool. Hein. Après, c'est plus que. Ouais, ils nous ont demandé un peu implicitement de quand même intégrer les 5 minutes qu'on a fait dans la dernière saison du Comedy D'accord. Club pour que ce soit Cohérent, identifiable ouais. et cohérent par rapport à la saison, ce qui est Ouais. normal, je trouve. Et après, on peut de toute manière rajouter un peu ce qu'on veut à partir du moment où ça marche. Et voilà, eux, ils sont super cool et ouverts sur ça. Ouais. Après, moi, il y a un passage que je fais dans la troupe qui résume un peu bien mon spectacle, je trouve, entre la danse, le truc sur mes origines et puis du stand-up pur, voilà. Ouais. Ce qui fait que je me dis, ouais, ça marche bien. C'est un bon échantillon de ce que Ouais, c'est un tu bon peux faire, échantillon. Et puis, j'ai pas encore la notoriété, j'ai pas encore le talent et encore le niveau pour pouvoir faire des trucs. Quand je vois par exemple des mecs comme Malik, tu vois, ou comme Malik, c'est un bon exemple parce que il arrive, il a passé un cap. Aujourd'hui, il fait partie vraiment des stars de l'humour de cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération, son spectacle, il est super marrant. Et lui, quand il arrive, il est déjà en mode star, quoi. Ouais. Il arrive, les gens ils rigolent, il dit le moindre truc, les gens rigolent. C'est fou à quel point que quand t'as ce statut, Ouais. tu peux dire ce que tu veux. Ouais, Tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Et en plus de ça, il y en a, ils disent ce qu'ils veulent et les gens rigolent, mais alors que c'est pas spécialement marrant. Sauf que lui, derrière, son sketch, il est super marrant. Ouais. Ce qui fait que, et ben, voilà, tu vois, lui, il peut se permettre de, il y a un jour, je vais faire ça, un jour, je vais faire ça. On sait que quoi qu'il arrive, ça va cartonner, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'ai rodé, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais vraiment faire ce truc-là pour que ça marche. Et quand j'ai trouvé et que ça marche, et je pars en tournée et qu'on fait des salles où il y a 2500 personnes, c'est pas là où je vais me dire, ah tiens, je vais tester des nouvelles vannes pour voir si ils aiment bien. Je me dis, non, je refais mon truc, voilà, et ça fait quoi de jouer devant 2500? C'est quoi? Il faut adapter comment? faut adapter. Alors, au niveau de ton jeu, par exemple, ça prend. T'es dans des scènes plus grandes, donc faut déjà prendre plus d'espace dans la scène, tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs que j'ai découvert comme ça. Il y a personne qui m'a dit fais-le. Ouais, Tu regardes, moi je regarde, je vois les mecs qui ont de la bouteille. Je regarde quand je suis en tournée, je regarde Malik, je regarde Jean-François Quéré, je regarde Redouane, tu vois, qui. Tu sais, ils sont là, ils ont le truc, ils connaissent, ils ont une présence. Ah ouais, ils ont ce truc-là, donc j'essaye de pas de copier parce qu'on n'a pas du tout les mêmes styles, mais en tout cas de comprendre et de voir comment ils font. Après, comment tu t'adaptes, c'est juste si dans ton sketch, t'as l'habitude d'interpeller telle ou telle personne dans une petite salle de 20 personnes où tu vois tout le monde, tu vois. Ouais.
Là, ils sont un peu plus loin. Tu vois. Non, mais finalement, c'est plus facile parce que quand tu dis mathématiquement, quand t'as 2500 personnes, t'as quand même plus de chances mathématiquement de plaire à au moins une personne, tu vois. Ouais, c'est clair. Et finalement, en plus, t'as ce truc de. Tu sais, où ça entraîne, le rire entraîne le rire. Les gens, ils sont dans le noir, c'est une foule un peu anonyme, tu vois. Donc, tu peux rigoler, avoir un rire de merde, éternuer, tousser, machin truc et tout. Bon, voilà, tu vois. Tu t'affiches pas vraiment. Quand t'es dans une salle de 20 personnes, si t'as du persil entre les dents, même c'est cramé direct, tu vois. Et donc là, tu penses faire quoi avec ton spectacle? Parce que là, tu vas faire une petite pause. Ouais, je vais faire une petite pause. Je vais le jouer quand même une fois de temps en temps au Comedy Club. Ouais. Et en plus de ça, je vais retester quelques passages dans les scènes ouvertes ou la troupe ou. Mais parce que t'aimerais que ça soit autrement. J'aimerais en fait, rajouter un côté un peu plus chaud. Je sais pas vraiment comment j'en parle. Justement, je bosse avec des potes. Moi, je viens de Cergy et dans ma ville à Cergy, il y a. C'est un nid, je sais pas si on dit un nid ou une niche. Un nid de danseurs. Ouais. Tu vois, genre il y a plein de danseurs de hip-hop qui ont émergé de Cergy et aujourd'hui t'as Yaman qui est chorégraphe de Madonna, tu vois, t'as des mecs qui sont hyper haut placés et qui connaissent plein de trucs. Et moi, voilà, j'ai des potes qui dansent avec les plus grands artistes et tout et qui me disent mais vas-y, nous on t'aide et tout pour faire ton spectacle. Si tu rajoutes des danseurs, rajoute des trucs, rajoute de danseurs derrière toi ou toi qui vas danser? Les deux un peu. Moi je danse un peu dans mon spectacle. Ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir rajouter des danseurs, rajouter un peu plus de musique, rajouter un peu de trucs. Alors forcément quand tu joues dans une petite salle, c'est plus compliqué et puis ça fait chelou. Mais là, la chance de pouvoir faire jouer un peu mon spectacle au Comedy Club une fois de temps en temps, tu vois, pour tester ces trucs et tout, ça va être cool. Parce que ça sera le Luigi Lee Show. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis en train de bosser sur ça et. C'est cool. Et donc, je sais pas du tout si ça va rendre bien. Non, mais mais en tout cas, c'est une direction dans laquelle j'ai envie d'aller, un show, quoi. Et tu penses à être le chorégraphe ou à avoir des gens qui chorégraphent? Non, moi, je suis pas du tout chorégraphe. Justement, j'ai des potes qui sont chorégraphes, c'est leur métier. Ils vont m'apprendre à faire quelques trucs. C'est intéressant. Moi, j'ai des idées, eux, ils ont des idées. On va voir comment on peut réussir à fusionner. Tu vois, on a toujours traîné ensemble. Pour moi, le hip-hop, la danse, le stand-up, où tu sais, on est toujours tous ensemble à se vanner, à danser, à machin. C'est un truc où tout peut aller ensemble, il faut juste trouver le moyen de le faire, quoi. Ouais. Donc on va voir si on arrive, mais c'est pas. Il y en a plein qui ont déjà mis des trucs. Quand je vois le dernier Foresti parti là à Bercy, il y avait des danseuses, de la musique. J'ai pas vu le dernier. Bercy, tu vois, mais et puis c'est Foresti, mais ça montre que c'est même à l'époque Eli Kaku dans ses spectacles, il avait des danseurs. Tu vois, c'est pas nouveau. Jamel, il a toujours. Tu peux le faire à ta sauce, je pense. C'est sûr, bien sûr, je vais essayer. Je vais essayer de faire un truc. En tout cas, c'est un truc que j'ai envie de faire. Même si ça marche pas, j'aurais essayé. Ça me fait marrer, quoi. Ouais, moi, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a des spectacles. Tu parlais de Jamel et Eric et Ramsey. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu te disais, ce spectacle est parfait, j'aimerais faire ça? Tu vois, est-ce qu'il y a un truc, un spectacle idéal dans lequel tu vises? Je sais pas si la question est claire. Si un spectacle idéal, je sais pas, ce sera un mix de plein de trucs, mais il y a, en fait, Jamel, il a ramené ce côté générationnel, tu vois. C'est notre génération où il était avec DJ Abdel, il y avait du hip-hop, il arrive, tu vois que le mec, il a du style, il danse, même s'il fait le con, tu sens qu'il a le rythme, tu vois, dans la pro. Il a toute cette génération de. Tu vois, Coluche, j'adore Coluche. Pour moi, c'est. Tu vois que ces vannes fonctionnent encore aujourd'hui et tout, mais le mec, il était posé et jamais tu l'aurais imaginé danser. C'était pas la même génération. C'est sûr. Là, tu vois, quand tu vois Jamel, quand tu vois Eric et Ramsey, pareil, tu vois, c'est des mecs qui dansent bien et tout, même pour rigoler et tout ça, ils ont ce truc-là. Et donc Jamel, il a ramené ça. Après, un mix peut-être entre lui, je sais pas, entre tous les trucs qui se font en ce moment. Moi, il y a un mec que je trouve qui a beaucoup de style, sans parler des Américains et tout, mais un des mecs que je trouve qui a le plus de style sur scène et tout, c'est Thomas Njijol.
Pour moi, Thomas, il a un présence, style incroyable, tu vois. Il est là, dans ses mouvements, tu sens qu'il a du style. Tu pourrais mettre une musique en fond et tout et continuer son spectacle. Ouais. Mais en même temps, je trouve que même statique, il est bien posé. J'ai l'impression qu'il peut être statique et il peut bouger. Ouais. Les deux sont efficaces. Ouais. Donc Thomas, il fait partie des mecs où je me dis putain. J'ai pas d'ego ou de trucs à me dire, comme les mecs qui font partie de plus ou moins de la même génération. Ouais. Je dois citer que des mecs genre des proches, Coluche, machin. Moi, tu vois, non, il faut que tu cites comme Fabrice Eboué, Thomas, Malik, font partie des mecs, tu vois, où je me dis, j'adore ce qu'ils font, quoi. Ouais. Je suis le premier. Mais t'as la chance de le connaître. Ouais, j'ai la chance de les connaître, mais c'est parce que je les connais que je suis, tu vois. T'as ce truc un peu, tu vois très bien, dans ce milieu fermé du stand-up et des humoristes, tu vois, de dénigrer un peu ou de parler ou de dire ouais non mais lui ça va, finalement il est pas si fort que ça, ou des trucs alors que... Bon, tu penses que tu vois aussi dans les coulisses aussi, tu vois comment le magicien fait ses tours. Ouais. J'ai pas ce truc là, je me dis putain les mecs c'est kiffant, kiffant. Moi, tu vois, quand je vais dans les scènes ouvertes ou les plateaux et que je vois des mecs que je kiffe et tout ça me fait toujours autant kiffer de regarder leurs trucs, tu vois, même si on connaît les sketchs et tout, quoi. Mais est-ce que t'es content en montant sur scène, ou est-ce que t'as plus envie de retourner à la télé ou écrire pour les autres ou... Non, je suis super content d'être sur scène. Je voulais un peu arrêter d'écrire pour les autres parce que du coup ça prend du temps. Ouais. Et puis à chaque fois on me disait non mais pense à toi. Comme je te disais, moi j'avais pas spécialement de problème quand j'écrivais pour des gens que j'aimais bien, quoi. Ouais. Après je continuerai à écrire tant qu'il y aura des trucs. Tu vois, demain Jamel il me dit viens écris, tu peux m'aider à écrire mon spectacle. Ouais. Je n'arriverai jamais parce que je vois pas pourquoi il me demanderait ça, mais je veux dire, si tu vois ça arrivait, évidemment que même si ça fait 15 ans que j'ai pas écrit, j'irais direct, tu vois. Ouais. Parce que après je trouve que c'était aussi plus facile d'avoir ce côté sécurité quand t'es auteur, tu vois, au moins d'avoir les deux casquettes et de se dire si ça marche pas là, au moins je sais que le fait que j'écrive et que je sois demandé pour ça fait que j'aurai toujours du taf. C'est une preuve déjà. J'ai écrit pour plein de trucs pourris où c'était bien payé et Est-ce que tu as l'impression que tu écris mieux pour toi ou mieux pour les autres? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves de meilleures vannes en écrivant pour toi ou pour les autres? Non, ça dépend. En fait, la vanne en soi, si ça part du principe qu'il faut déjà que ce soit marrant sur papier. Après, si la vanne elle est vraiment forte, n'importe qui peut la dire, sera plus ou moins marrant, mais j'ai quand même l'impression que tu vois, genre si je prends cette même vanne et que je la fais dire par Jamel ou par machin, elle fonctionnera quand même beaucoup mieux que si c'est moi qui l'a dit. Après niveau aisance dans l'écriture, on va dire que c'est pareil quand je l'écris, c'est pas du tout pareil après quand je la dis ou quand eux ils la disent, tu vois. Et peut-être il y a des trucs, du coup, je me dis, elle a moyennement marché, donc je la retire, alors que peut-être que finalement, si ça avait été eux qui l'auraient dit, on se serait dit, t'es bien cette vanne, tu vois. Il y a plus de trucs qui passent à la trappe, quoi. Est-ce que tu écris comment? T'as des idées, t'as un carnet avec toi tout le temps, ou est-ce que tu t'assois et tu dis maintenant j'écris? Ouais, j'ai mon téléphone, j'écris beaucoup de trucs sur mon téléphone. La petite note? Sur les notes là, notes de mon iPhone, tac, tout le temps, j'écris tout le temps plein de trucs dessus. Et après, sinon, je me pose. Je me pose, je vais un peu à droite à gauche sur internet. En fait, c'est genre, je me dis, tiens, il faut que j'écrive tel truc dans la tête. Après, j'ouvre, tu vois, un document Word. Après, je vais un peu faire n'importe quoi. Je vais sur internet, je regarde un peu la télé, machin. Je note quelques idées. Et après, vraiment, je me mets et j'écris, quoi. Donc, t'as l'impression que quand tu ouvres le doc Word et tu fais autre chose, tu travailles déjà, en fait. Ouais, c'est ça, je travaille parce que, inconsciemment, à partir du moment où je me dis, il faut que j'écrive un sketch sur ça. Après, quand je vais faire d'autres trucs, finalement, tu vois, ça peut me donner des idées, ou ça peut me donner des directions, ou ça peut me donner des... C'est drôle parce que moi, je suis un peu pareil. Par exemple, quand j'ai une chronique à écrire pour la radio, souvent j'ouvre le doc et c'est ça qui me fait peur, donc je m'enfuis. Mais après, la première étape, souvent c'est juste j'écris
toutes les petites idées à la con, des fois, sont vraiment cons, juste pour sortir quelque chose sur la page. Et c'est fou quand je reviens soit le lendemain ou soit quelques heures après, j'ai déjà une meilleure idée. Comme si je plantais une graine et je laissais quelque chose mijoter malgré le fait que j'étais pas devant la page. Je sais pas si c'était pareil, mais. Si, c'est ça. C'est pareil, hein. Ouais. Et je peux partir et revenir. Ou je sais aussi, pareil, tu dois avoir le truc de. À force, on connaît, hein. Je sais que si je vais me mettre devant un truc et que ça vient pas, ça sert à rien aussi que je me force. Ouais. Je pars, je fais un tour, je reviens et puis je me mets à écrire, quoi. Mais j'ai quand même eu ce truc de cette rigueur où quand même j'arrive à être productif. Mais c'est parce que j'ai bossé avec des gens qui étaient tellement productifs que je me dis que ils m'ont un peu donné ça, quoi. Ils m'ont appris à ce que, bon, tu vois, des fois tu dis bon bah vas-y ça vient pas, mais que finalement vaut mieux écrire un peu de la merde. Et plutôt que de rien écrire du tout, et quand tu reviens dessus, bah, tu dis bon bah c'était peut-être de la merde, mais je vais au moins garder ça, et peut-être je vais partir sur ce truc. Ouais, même si t'as 2 phrases qui sont bien parmi 100, au moins t'as 2 phrases. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi tu sais, en écrivant dans des émissions, j'ai rencontré des mecs, bah tu vois, moi j'ai écrit pas mal et tout pour Mustapha Latraci. Ouais, quand il y avait son émission ou... Quand il était chez Ruquier, j'écrivais pour lui chez Ruquier. Quand il avait son émission. Il avait son émission. Ouais, pendant 4 ans, c'était un late show. Et ben on était 3 à écrire, quoi. Il y avait Mustapha, Florian Gazan et moi. Et Florian Gazan fait partie des mecs qui sont là, même s'il a une tête, t'as l'impression qu'il a 25 ans, et il en a 40 et quelques. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais. Et il en a. Du coup, il a toute cette expérience, tu vois, et avec humilité et tout, et bah, il va quand même. Toi, t'es là, tu vas écrire une page. Lui, il va t'en écrire 25, tu vois. Ouais. Et à force de bosser avec lui, tu commences à comprendre pas mal de trucs. Et puis t'as Mustapha derrière qui était hyper exigeant. Et tu peux arriver avec 50 vannes, il me regardait que une en te disant non, mais je sais qu'on peut trouver mieux et tout. Et finalement, on a toujours bossé comme ça entre nous. Ouais. Et ça nous a toujours, tu vois, monté vers le haut. Et on a c'est le bon atelier, c'est ça. Ouais, grave. Ouais. C'est 2 mecs qui sont vraiment mes potes et qui sont des mecs avec qui j'ai été super content de taffer, et que demain s'ils me disent on fait un truc, je le ferai directement, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, tu sais, il fait partie de ces gens où ils t'appellent, ils disent j'ai un truc, viens on bosse sur un truc. Ouais. Tu peux très bien dire écoute, ok, je te rappelle, et tu dis oui sans savoir vraiment ce que c'est, parce que voilà. Même si c'est une idée ou bizarre, tu veux dire d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi tes buts pour cette année? C'est quoi tes résolutions? T'as des résolutions? J'aimerais écrire mon premier film cette année, quoi. Un long métrage. J'aimerais, écrire un long métrage. Ce serait mon but de cette année. T'as déjà des idées? Ouais, j'ai déjà des idées. Ouais. Je bosse déjà avec des gens. Je bosse déjà avec des gens. T'aimerais le réaliser ou juste écrire? Bon, en fait, au début, ça me venait pas du tout à l'esprit de me dire je veux réaliser un film, tu vois. Quand j'avais voulu le faire au début, je m'étais dit bon, on va voir. Et puis finalement, quand je vois, là, c'est un peu la mode de réaliser, tu sais, d'avoir un ghost director, tu vois. Ouais. Et tu sais, genre, quand tu vois les films de Paris à tout prix de Rim Kerici, par exemple, qui est une pote, et le film j'ai adoré et tout, mais elle a co-réalisé avec Nicolas Benamou, qui fait beaucoup ça, par exemple. Je sais que là, il a co-réalisé le film de Fifi qui s'appelle Babysitting, qui va arriver en avril. Ouais. Et pareil, il l'a co-réalisé, tu vois. Et Fifi, donc, s'est mis en coréal. Ou les Kaira, par exemple, tu vois, Franck Gastambide, il avait aussi Nicolas Benamou. Nicolas Benamou, il fait que ça, quoi. D'accord. Que des coréals. Ouais. Et t'as des mecs qui le font, quoi, comme et du coup ça peut être cool, en fait. Je me dis même si j'ai pas la prétention d'être un réalisateur, ou même si j'ai pas les connaissances, les trucs et tout, finalement si t'as un mec qui est là pour le côté technique, et que toi tu te dis bon, moi j'ai envie de faire ça, et que le mec est ok, et ce serait cool. Et t'aimerais jouer dedans aussi? Maintenant, j'aimerais jouer dedans. Ouais. Ça, c'est plus une priorité que réaliser. Ouais, voilà. Réaliser, c'est vraiment un truc de. Ouais, ça se fait, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Mais j'ai pas du tout les épaules de le réaliser seul ou de machin. Et puis si on me dit non, mais on le fait, mais la seule condition, c'est que tu réalises pas, ce sera pas du tout un souci pour moi. Ouais.
Mais j'aimerais en tout cas jouer dedans et l'écrire. Serait cool. L'idée, c'est plutôt autobiographique ou c'est rien à voir Pas du tout, non. D'accord. Non, pas du tout. Ce sera une comédie de potes, quoi. Ouais, d'accord. Comédie, j'aime ce truc un peu, j'aime ce délire de film de comédie avec une bande de potes qui sont là et qui. Les bons dialogues entre les potes. Les bons dialogues, les trucs, tu vois, un peu les références des Jude Apatow, les trucs comme ça, quoi. Ouais. Non, c'est pas mal comme but. C'est pas mal. Ouais, c'est pas. Non, on a dit un but, on n'a pas dit un truc qu'on allait réussir à faire. C'est cool. Un but, faut viser haut. Enfin, je me dis, rien ne m'en empêche. Après, j'y arrive pas. Après, c'est nul, mais on s'en fout. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai envie de faire. Ouais. Mais là, si tu joues pas, si tu joues pas ton spectacle entier, tu vas continuer le Jamel. Ouais. T'auras assez de temps. C'est aussi voulu, quoi. C'est voulu, c'est pour ça que j'ai pas pris d'autres trucs. On m'a proposé d'autres trucs, C'est exprès que cette année, tu vas vraiment bosser sur ça. Ouais, c'est fait exprès que je me suis dit, je veux vraiment prendre mon temps. C'est cool. Pour faire ce truc-là, quoi. Je peux me permettre. J'ai fait en sorte de pouvoir prendre du temps et faire ce truc. Ouais. Maintenant, on va voir. Voilà. Ouais, ce serait pouvoir faire ce truc, écrire mon film. Et rebosser sur le spectacle d'une autre manière, d'une manière différente, d'une manière plus libre, plus ouverte, plus tu vois. Je me sens plus comme un même si j'ai pas beaucoup d'expérience, en tout cas, je l'ai déjà fait. Je me sens plus comme le débutant qui se demande comment ça va se passer. Ouais. Mais ça y est, je sais ce que je sais faire. En tout cas, je connais les trucs dans lesquels je suis bon, je connais les trucs dans lesquels je suis nul. Ouais. Et je sais quelle direction faut que je prenne ou pas et quelle. Est-ce que ça te plaît la salle de Jamel? Ouais. Tu te sens chez toi là-bas Je commence un peu à. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est une salle dure. Dure, ouais. Elle est dure. Elle est dure. Donc t'es d'accord avec. Je suis d'accord. Ouais. Je pense que elle est dure maintenant. J'arrive à commencer à improviser, à me permettre des trucs que je me permettais pas au début. Ouais. Après, je suis tellement content de jouer là-bas que c'est sûr qu'au début, tu vois, je voulais pas me foirer et tout. Maintenant, je sais aussi, j'ai ce truc de recul de me dire, c'est parce que je vais faire un plus mauvais passage une fois que je suis nul. Mon sketch, je le connais, je le joue 5 fois par semaine, je sais qu'il marche. Ouais, t'as une confiance. Après, ça arrive d'être moins bon une fois de temps en temps et machin. Et du coup, aussi, ça te permet de pouvoir plus improviser. Mais ça vient avec le temps parce que toi aussi, je t'ai vu pareil, tu vois, je t'ai vu bien marcher au début. Et maintenant, aujourd'hui, je te vois cartonner au Comedy Club et je vois qu'il y a eu une évolution aussi dans. Ce qui est drôle, c'est que je sens le changement en moi. Tu vois, c'est quelque chose. Il n'y a pas un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, maintenant, je serais mieux. Non, c'est juste, je me sens plus à l'aise, Ça se voit. Et tu vois, quand t'es comme ça, tu peux te permettre des trucs. Ouais. Donc, non, mais après, là où je me rends compte que la salle, elle est dure, c'est. Déjà le fait de faire la troupe, ça fait que tu joues avec des mecs qui ont plus d'expérience que moi, en tout cas, qui sont plus forts dans plein de domaines et qui eux aussi se mangent des fois des trucs, tu vois, se mangent les gens qui rigolent moins, se mangent les trucs. Donc quand tu dis eux aussi ils ont galéré, tu vois, tu dis finalement voilà quoi, ça arrive. Et c'est surtout après quand tu vas jouer ailleurs où tu te rends compte que c'est plus facile du coup. Moi, j'avais pas trop joué ailleurs. Là, j'ai eu la chance de faire la tournée, donc ça permet de jouer. Mais encore, la tournée, c'est différent parce que tu vois, c'est la tournée du Comedy Club, machin. Mais même jouer dans des plateaux où t'es pas spécialement attendu, et où tu te dis putain, en fait, les gens, c'est plus facile, quoi. Ouais. Et t'as l'impression que les vannes qui marchent au Jamel à Paris marchent aussi à Nantes. En tout cas. Parce que des fois il y a des références un peu différentes dans le métro, choses comme ça, tu vois. Ouais. Non. En tout cas, en ce qui me concerne, dans mon sketch, les trucs que j'ai choisis et tout fonctionnent partout, quoi. Parce que même quand on l'a joué en Suisse ou en Belgique. Tu vois, je me disais, est-ce que ça va marcher, ça va marcher, puis finalement, grave, ça marche grave, et puis ça marche encore même mieux qu'ici, parce que finalement, j'ai découvert que le public ailleurs qu'à Paris était beaucoup plus sympa. Mais j'aimerais, tu vois, avoir le public, tu sais, le public américain que tu vois dans les Def Jam Comedy, tu vois, dans les, tu sais, les publics où les gens ils sont
ouf, ils se lèvent, ils font des saltos, pliés, ils crient, machin, où il y a encore plus de spectacle dans la salle que sur scène. C'est clair. Ça, non plus, c'est pas partout. Ça, c'est aussi le Def Jam. C'était Def Jam? Ouais, Def Jam. Ouais, j'ai regardé ça quand j'étais adolescent et même nous on dit mais ils sont où ce public-là? Parce que quand tu vas dans un club d'humour, de comédie à New York, on n'est pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça, mais vous avez quand même plus la culture peut-être de ça qui fait que on est plus bourré déjà, mais oui, on rit plus facilement, c'est sûr. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai vu certains trucs où j'avais été voir Mustapha quand il avait joué au Laugh Factory, tu vois, à Los Angeles. T'es allé à Ouais, j'y suis allé, ouais. Ah, ok, cool. Et j'avais vu, en fait, c'est les gens qui, pareil, tu vois, c'était des scènes, des plateaux d'artistes, quoi. Ouais. Chacun avait 10 minutes, passait, faisait son truc et tout. Et tu voyais que les gens, ils étaient vraiment en bon délire, quoi. T'en avais qui étaient plus forts que d'autres. T'avais des nettes différences, même, entre certains. Et les gens, ils étaient pas là pour... En fait, ici, t'as l'impression ils sont posés, ils se disent, allez, vas-y, fais-moi marrer. Alors que là-bas, ils se sont dit, on va aller voir un spectacle d'humour, on va rigoler, on va se marrer. Donc, ils sont là, donc ils prennent plus... Ils sont moins dans le critique tout de suite. Ils sont moins critiques et limite si quelqu'un va se manger ils vont dire bon allez vas-y on s'en fout passe à la vanne d'après fais-nous marrer machin alors que là ils vont dire ah t'as vu il s'est mangé hein, c'est nul ce qu'il fait. Je sais pas il y a ce côté là qui après peut-être que c'est pas partout peut-être en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu. Après j'adore c'est ça généralement c'est ça. J'adorerais pouvoir aller tu vois au Comedy Cellar ou les trucs à pouvoir voir un peu comment ça se passe. Et pourquoi t'es allé avec Mustapha? Parce que tu écrivais pour lui à cette époque-là? Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais écrit pour ses spectacles. Et en soi, j'ai jamais écrit pour les spectacles des gens, quoi. Ouais, d'accord. Et t'as eu l'occasion, pourquoi? Parce que non, c'est juste parce que Mousse, il était là-bas. Il était en résidence là-bas pendant un mois, je crois. Que moi, j'avais envie de partir à Los Angeles avec mes potes. De se faire un petit peu un road trip sur la côte ouest. Et c'était l'occasion quoi, je me disais mon pote il joue au Laugh Factory, même si on se voit pas beaucoup, que je le croise 5 minutes ou quoi et tout, j'écris avec lui son émission depuis 4 ans, je veux quand même voir, tu sais c'est une fierté, c'est un truc tu te dis putain c'est cool. Et ça s'est bien passé là-bas pour lui? Ouais, ça s'est super bien passé, ça s'est super bien passé, en plus... Il a jamais fait son spectacle en entier? Non. C'était juste un petit passage? C'était dans un plateau quoi, il faisait 10 minutes. Mais du coup t'as ce côté aussi les Américains tu vois qui ont un peu une affection pour les Français c'est sûr. Si tu montes sur scène avec un accent en disant pardon je suis français c'est drôle on est charmé c'est ça voilà donc il y avait ce truc là et puis il a fait super bien bosser son passage et puis ça s'est bien passé et c'était cool donc non très et puis ça fait rêver tu vois tu dis j'aimerais bien pouvoir aller jouer dans des trucs comme ça. T'as déjà joué toi dans des scènes à New York? Oui. Ouais, mais dans des scènes genre au Comedy Cellar t'as déjà jamais le Comedy Cellar mais Caroline's. Tu vois tu regardes la série Louis. Tu sais il y a des extraits de son stand-up. Et souvent il est dans soit le Comedy Cellar ou soit dans une autre salle où il y a des carreaux ou des diamants derrière. Tu vois la forme comme ça, multicolore. La scène elle est petite. La salle est la scène est petite mais la salle est assez grande. Mais la scène elle est cet endroit-là s'appelle Caroline's et c'est pas loin de Times Square, c'est très connu aussi. Et j'ai joué là, j'ai joué au Gotham Comedy Club, je sais pas si t'as entendu parler. Stand Up New York. T'as fait des trucs aussi j'avais 17 ans, tu vois, 17 ans, 18 ans quand j'étais à New York, quand j'ai commencé. Donc, mais il faut pas des auditions ou des trucs Si, j'ai jamais tenté le Comedy Cellar spécifiquement à l'époque là, mais un peu grâce à Louis que le Comedy Cellar commence à être vraiment mythique en France, je trouve. Je sais pas si les Français connaissaient le Comedy Cellar beaucoup avant. Pas. Mais même Louis, c'est hyper finalement c'est... Nous on connaît parce que voilà c'est notre taf et tout mais moi, c'est pas très connu. Mes potes et tout ils connaissent pas quoi. T'es fan? J'aime en fait moi je le connaissais d'avant parce que aussi c'est son stand-up. Je connaissais ses spectacles, et puis je le connaissais parce que c'était l'auteur de Chris Rock. Et Conan O'Brien aussi. Maintenant si je le trouve super fort mais c'est pas celui qui va me faire taper les plus des barres quoi. Il est dans son truc de... Je sais pas, j'ai l'impression que ça parle trop
pour arriver à la chute pour moi. Ouais. Tu vois. Donc t'aimes qui? J'aime Dave Chappelle. Ouais. J'aime qui va me faire marrer. Chris Rock, j'imagine aussi. Chris Rock, j'aime bien. J'aime bien Chris Rock, mais je préfère quand même Dave Chappelle, quoi. Ouais. Mais après, dans des autres styles, par exemple, j'aime Dane Cook. Ouais. Tu vois. Ouais. Si on parle de présence sur scène, il occupe sa scène. Ouais. Tu vois la scène où il est au milieu là, où genre il se Ouais. retourne dans tous les sens et tout là. Pff, elle est folle ça. Après, je sais pas qui. Non, il y en a plein, mais c'est vrai que je sais pas. Toi, t'aimes qui c'est qui tes. Ah, j'ai plein, trop. Louis C.K. c'est sûr, Chris Rock c'est sûr, mais comme je pense que je t'ai dit, j'ai acheté le dernier Bill Cosby. Ouais. J'ai regardé quand j'étais petit. Voilà, celui d'avant qui s'appelle Bill Cosby himself, qui est énorme. Le stand-up. Ouais, par exemple, Bill Cosby, pareil. Moi, il a une présence déjà de malade et puis voilà, et puis en plus de ça, tu te dis en plus. Le mec, il assoit sa présence justement par le fait en plus d'être assis. Le mec, il est assis et... Mais il joue en plus. Ouais. C'est ça, parce qu'il joue bien, mais il est assis. Ah ouais. Mais pareil, même si j'adore le truc, tu vois, lui, pour aller... Par exemple, pour être spécifique, tu sais, genre... son dernier spectacle, quand il parle de l'alarme, où il a oublié le code de l'alarme de sa maison, tu vois. Ouais. Tu sais, il met 1000 ans pour arriver à un truc et tout. Et... Ouais, il parle lentement en plus. Ouais. Des fois, je trouve que... Moi, j'aime le côté... L'efficacité, le côté punchline, le côté... Ou alors le côté vraiment joué. Dane Cook, tu vois, c'est pas spécialement lui qui a les meilleurs punchlines, mais... Voilà, il joue très bien, il fait de voix. En fait, quelqu'un que j'aime aussi... c'est le stand-up de Woody Allen. Moi, j'adore le film, mais c'est rare de trouver son stand-up qu'il a fait dans les années 60, mais son écriture de vannes est... moi, j'ai lu des livres de Woody Allen, où je trouve que c'est super efficace, ses bouquins. Ouais. Les bouquins, justement, où c'est des petites histoires, des machins, des vannes et tout. Ouais, son stand-up est et son rythme est très bien. George Carlin aussi, je sais pas si tu vois qui c'est. Si. Ouais, lui, il parle. Ouais. Mais George Carlin, il est peut-être trop engagé, tu vois. C'est très engagé, ouais. C'est peut-être... Ouais, c'est un peu trop engagé, mais en même temps, tu vois, je me dis, il a quand même ce côté... Si, il est super fort. Là, on est en train de, tu vois, chipoter. Hein. C'est parce que je te dis vraiment mes préférés. Ouais. Mais, si, George Carlin. Ouais. Bon, pour d'autres... Mais c'est ça qui est intéressant. Chacun est très différent. Ouais. Tu vois, tous les gens que je viens de citer, pour moi, et même pour toi, ils sont différents. Ouais. Mais on peut aimer... on peut aimer l'un, l'autre et machin. Ouais. Est-ce que tu as une question pour moi? Tu m'as déjà posé une question, parce que souvent je demande si... Est-ce que... Oui, j'ai une question, évidemment. C'est quoi ton actu là en ce moment? Je joue mon spectacle en anglais, le vendredi et samedi au Soul Gymnase. Ouais, il faut que tu viennes. Ouais. J'anime le plateau juste après mon spectacle aussi, en anglais, le New York Comedy Night. Donc je fais, si tu veux, 3 spectacles chaque week-end en anglais. Je suis à la radio à peu près une fois par semaine sur France Inter avec une chronique, et je rebosse mon spectacle en français. Ce qui m'amène à 2 autres questions. Ouais. Première question, quand tu dis t'animes les plateaux en anglais, il y a des Anglais, des Américains, des machins, etc. Il y a des Français qui viennent. C'est qui le Français qui t'a le plus impressionné ou qui marche le mieux en anglais? Hop là, obligé de dire un non. Ouais, je suis obligé de dire non, si tu m'obliges. En fait, je vais citer... non, c'est pas juste, putain. Parce que il y a pour des raisons différentes. Ouais. Je suis vraiment impressionné par Yacine. Ouais. Parce que à la base, il parle bien anglais, mais il était pas jamais très à l'aise. Ouais. Et le progrès que j'ai vu, parce qu'il veut vraiment jouer en anglais et jouer 1 heure. Et donc, ça fait à peu près... Il a perdu ses papiers, il va se faire bouger. Ouais, justement. Et il veut monter il commence déjà à monter à Londres. Ok. Et son progrès, j'étais impressionné par le progrès qu'il a fait dans 1 an, et il fait
hurler de rire, vraiment, en anglais aussi. Parce qu'il a tellement un univers qui est à lui. Et, il est très inspiré aussi de Eddie Izzard aussi. Izzard, ouais, donc justement, la relation qu'il a avec lui a beaucoup inspiré de jouer dans une autre langue et aussi son style. C'est cool. Et Norman Hosny aussi, dans une autre manière, c'est parce que Norman était déjà à la base, la première fois que je l'ai vu, beaucoup plus à l'aise. Mais lui aussi, il a une présence sur scène. Et donc ça marche très bien. Tu vois, t'arrives à voir la différence. En fait, c'est quoi le but? C'est de réussir à pas voir la différence quand tu passes de ton sketch en français par exemple, à ton sketch en français à ton sketch en anglais. Si je vois Norman, je vois un sketch de lui en français, un sketch de lui en anglais. Le but, c'est de me dire, je vois pas de différence, ou alors forcément tu vois une différence parce que... Non, je pense pas que c'est forcément le but. En fait, si moi, tu me posais la même question par rapport à mon but dans le deux langues, en fait, au contraire, moi j'aimerais avoir un spectacle en français, qui ressemble pas du tout à mon spectacle en anglais. Ouais. J'aimerais, en fait, que j'écris avec la langue française dans ma tête, donc ça m'emmène à d'autres blagues que ce que j'allais faire en anglais. Mais si tu arrives à faire la même vanne, parce que la vanne est juste tellement bonne que ça marche dans n'importe quelle langue, oui, c'est une bonne démonstration de capacité de langue si tu peux jouer la même vanne. Mais t'es obligé d'un peu adapter des trucs, tu peux pas garder exactement les... Ça dépend quelle vanne, mais oui, la plupart, il faut adapter un peu. Ouais. Norman, il arrive à faire pas mal de ses vannes dans les deux langues à peu près dans la même manière, et ça marche dans nos deux langues. Yacine, ça adapte encore un peu plus. Et justement, ces changements, c'est assez drôle parce que justement, il parle du fait que il parle pas très bien anglais, et donc s'il fait des fautes, tu vois, c'est déjà marrant, tu vois. Il dit, si je dis, j'ai du mal à conjuguer le verbe, donc si je dis un verbe et c'est dans le passé, je vais juste dire après. Ce verbe est dans le passé, tu vois, c'est très drôle. Ouais. Donc il a des vannes qu'il fait qu'en anglais qui sont drôles, donc j'apprécie. Et le troisième, je sais que tu as demandé un nom, mais c'est Pierre Gaspard, qui est un Français qui jouait pas mal sur mon plateau. Bon, il joue pas en français, il va entamer de jouer en français, il joue très bien en anglais, mais il a aussi une aisance. C'est un Français qui a commencé par écrire et jouer encore en anglais. C'est drôle. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il utilisait un peu. Quand tu joues dans une autre langue, tu as une espèce de barrière. Ouais. Une barrière, presque une excuse, tu vois. Et je pense que ça peut être une manière de se protéger. Parce que c'est pas facile de monter sur scène pour la première fois. Donc, si tu le fais dans une autre langue, quelque part, tu te protèges, tu vois. Ouais. Et je le sens quand je joue en français des fois, tu vois. C'est quelqu'un aussi très drôle en anglais. Voilà. Ok, ma dernière question. Et Luigi Lee bientôt, j'espère. Ouais, bah justement. Non, mais parce que moi, j'aimerais bien. Après, je sais pas vraiment comment y prendre. Je sais pas. Est-ce que je voudrais. C'est quoi? Est-ce que je regarde tout mon texte est-ce que je prends tout mon spectacle et je me dis telle vanne, elle peut bien marcher, machin, ou est-ce que j'essaye vraiment de traduire mon passage comme ça? Est-ce que c'est difficile. Il y a plein de trucs. J'ai l'impression que ton anglais est assez bon pour que tu recommences à zéro, mais je sais que ce que ça demande, c'est pas évident. Je pense peut-être faire un mélange de deux. Peut-être traduire quelques sketchs qui sont très forts que tu aimerais tester en anglais, mais aussi faire peut-être une intro des nouveaux trucs, différent, parce que de toute manière, quelque part, si tu joues en anglais, il faut expliquer pourquoi tu joues en anglais. C'est pas obligé, mais c'est une occasion pour des vannes que tu ferais pas en français. Et est-ce que, même si j'imagine que tout le monde doit dire ça, est-ce que genre si moi j'arrive à la, je sais pas quand exactement comment, mais forcément entre maintenant et ce qu'on appelle saison, genre juin, tu vois. Ouais. Entre maintenant et juin, si genre je m'y mets, machin et tout, est-ce que toi tu serais prêt à m'aider à... Bien sûr, mais je l'ai fait déjà, je l'ai fait pour Yacine. Yacine, quand il a des questions, il me montre son texte, je le corrige, tu vois. Christine Bérou aussi, qui oui, exact. Elle a fait récemment, la dernière fois elle a fait récemment son premier passage en anglais. Donc oui, non, c'est avec plaisir. C'est enregistré. C'est officiel. C'est à quand? Ok, 1:25:03. Ok, je note. Je ressortirai ça. Je vais venir avec mon cahier, mon pote. Donc si vraiment tu as envie de monter, ça sera avec... Ah oui, j'ai vraiment envie de le faire, surtout que c'est prévu
que j'aille à New York là, d'ici juin, quoi. Ouais. Et je voulais au moins tester, pas Un spécialement passage, dans un gros truc connu, machin, un petit truc à la con, juste histoire de me dire, je l'ai fait pour rigoler, et puis surtout parce que j'ai envie de le faire, quoi. Et parce que... Ouais, je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est un kiff, c'est drôle. Et tu apprends. Tu apprends en montant dans une autre langue, si c'est à Paris ou si c'est dans un autre pays, tu apprends. Comme tu sais, chaque expérience, même si c'est dur et douloureux, c'est une bonne expérience finalement. Donc. Ok. J'ai bien répondu à ta question. Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Donc voilà quoi, podcast pour avoir des nouvelles de ce podcast, de savoir qui sera le prochain invité. Aussi, vous pouvez venir me voir au Soul Gymnase en anglais tous les vendredis et samedis à 20h. Et cette semaine, le 2 février et le 4 février, on va avoir 2 spectacles exceptionnels avec Tom Rhodes, qui est un grand stand-upper des États-Unis. Ça fait au moins 20 ans qu'il fait du stand-up et on aura l'honneur de la voir au Soul Gymnase le 2 et 4 février. Si vous voulez venir voir ça, vous pouvez aller sur le site de Soul Gymnase qui est, je pense, soulgymnase.com. Merci d'avoir écouté et à bientôt.